Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Moi je m'appelle Nedozitko, je suis cardiologue interventionnel, je travaille à Bruxelles et en parallèle de ma vie médicale, je fais aussi pas mal de l'informatique. Donc au titre de autoprésentation, je suis polonais, en Belgique depuis 8 ans, où j'étais chef de service à Mons, donc ça c'est au sud, et depuis une année je suis à Bruxelles, et en parallèle j'ai fait de logiciel médical pour toutes mes frustrations en médecine. Mais ce que je vais vous parler, c'est ça qui va nous probablement définir dans des années à venir, donc de l'intelligence artificielle. 2025, l'année passée, était une année assez spéciale pour l'IA. Parce qu'en fait, ça c'est la page couverte de Time Magazine de décembre 2025. La personne de l'année, c'était pas personne, c'était l'intelligence artificielle. Et qui parmi vous utilise ChatGPT? Je peux voir le main? Voilà, déjà la majorité. Est-ce que vous savez quel anniversaire de ChatGPT était l'année passée en novembre? C'était le 3e anniversaire. Il y a 3 ans, Sam Altman, donc le président de OpenAI, il a lancé un tweet en disant « Je veux lancer maintenant un expériment ». Et alors, ça sera un réseau à neurones qui va répondre à nos besoins. Et les définitions de ces besoins vont évoluer. Vous avez vu comment est-ce que ces besoins ont évolué, qu'est-ce que ChatGPT il est capable maintenant. Mais bon, ChatGPT, ce n'est pas la seule intelligence artificielle. L'année passée, on a déjà vu qu'au niveau de le QI qui exprime l'intelligence artificielle, on dépasse déjà le seuil de génie. On voit que les benchmarks, donc les tests qu'on a utilisés pour évaluer et comparer l'humain à l'intelligence artificielle ne sont plus valables. Donc déjà, ils ont créé un truc qui s'appelait Humanity's Last Exam, qui était déjà résolu à 100%. On a vu même que l'IA triche quand elle essaye de résoudre leur benchmark, parce que Opus, donc ça c'est un modèle anthropique, il a craqué le code d'un benchmark qui était encrypté, il a sorti les questions, et ça c'est comment il a augmenté à 20% son efficacité. Le chef de DeepMind, donc ça c'est la cellule de Google, ils ont dit qu'effectivement toute la connaissance de l'humanité a été déjà épuisée pour entraîner l'IA, et maintenant l'IA est entraînée par leur propre perception du monde. Et alors, c'est la course aussi pour l'énergie. Donc, toutes les grandes boîtes actuellement qui font leur modèle, ils essayent de faire le centre où ils ont le plus de puissance de l'énergie pour entraîner les centres. Et alors, ils ouvrent maintenant les centrales nucléaires, comme la fameuse 3 Mile Island, pour juste alimenter le centre. Donc, de l'impact écologique, on va parler après. Et alors, quand on compare l'IA aux deux autres éléments de la technologie qu'on utilise actuellement, comme l'ordinateur ou comme l'Internet, depuis le début, le prototype et implémentation générale, il fallut 20 ans. Mais ChatGPT, il a son 3e anniversaire actuellement, donc on peut dire qu'une année de l'IA, c'est cette année de l'Internet. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a de navigateurs complètement autonomes, comme par exemple Atlas. Il y a bien évidemment le modèle des vidéos qui font le vidéo absolument impossible de différencier entre la réalité. Et follow the money. Aux États-Unis, ils débloquent actuellement le somme de l'argent qui sont énormes, 500 milliards pour un projet qui s'appelle Stargate. Il y a déjà des ministères qui ont leur département uniquement pour l'IA. Actuellement, en Californie, ils ont lancé leur propre ministère pour l'IA. Et aux États-Unis, on essaye de suivre. Donc, il y a déjà des projets comme InvestAI. Donc, il y avait 300 milliards de l'euro qui étaient débloqués. Mais pour voir un petit peu l'ampleur, ça, c'est comparaison entre la valorisation des NVIDIA. Donc, ça, c'est la boîte qui fournissent presque tous les chips pour entraînement de l'IA vis-à-vis toutes les compagnies de pharma combinées. Donc, le market cap de NVIDIA est beaucoup plus grand. Mais bon, en parallèle, on a des choses un peu space. Google, il a lancé actuellement un modèle pour parler avec des dauphins. Vous pouvez acheter un robot sur le magasin, vous pouvez acheter même un chien robotique pour Noël. Et ça ressemble un petit peu à une course entre les 3 puissances mondiales, donc les États-Unis, la Chine et aussi la 3e puissance, que moi, comme Polonais, je ne veux pas peut-être nommer, mais on voit directement qu'ici, il y a un petit problème avec ces robots qui peut-être étaient un peu surchauffés avec du fluide. Donc on peut dire que 2025, c'était une année que
l'intelligence est devenue une marchandise qu'on peut acheter. Mais c'est aussi le cas pour le soin de santé. Donc l'année passée était aussi extraordinaire. Donc il y avait pour la première fois un sommet mondial, européen, de Société européenne de cardiologie, qui était dédié uniquement de l'IA et la digitale. J'étais là avec mon projet. On avait quelques belles discussions, mais il y a des choses qui se passent. Donc OpenAI, ils ont lancé un ChatGPT Health. Et même, ils n'ont pas vraiment lancé un grand produit, ils ont juste payé 100 millions de dollars pour acheter 4 mecs qui ont fait un Torch Health. Donc c'était une boîte qui a connecté le wearables ensemble avec des autres logiciels. En même temps, ils ont lancé leur autre domaine pour le soin de santé. Donc ils fournissent leurs tokens dans une façon sécurisée pour les hôpitaux. Une semaine plus tard, il y avait Anthropic qui a lancé leur propre domaine. Et encore 2 semaines plus tard, il y avait Amazon qui a fait encore la même chose. Donc, il y a un poussé fort sur ces marchés. Il y a déjà des boîtes qui font le renouvellement des ordonnances aux États-Unis, qui sont déjà légales dans le Utah. Et il y a 2 semaines, il y avait un cardiologue belge qui a gagné une compétition mondiale de programmation à San Francisco. Et ça a circulé le monde. C'était un New York Post. Et vous avez ces cardiologues ici devant vous. Donc, je viens de vivre vraiment l'expérience, je pense, la plus surréaliste de ma carrière professionnelle. Donc, j'ai gagné une compétition mondiale chez Anthropic, donc la plus grande boîte de l'IA. J'étais 3e sur 13 000 participants. Et je vais vous raconter tout ça après, mais d'abord, on va commencer par le début. Alors, qu'est-ce qu'il est l'IA? Et on va commencer par compatriote breton. Je pense que la définition que j'adore le plus, c'est celui de Yann LeCun, qui était le chef de l'IA à Meta. Donc, c'est l'ensemble des techniques qui permettent aux machines de résoudre le problème et aboutir les tâches qui sont normalement réservées aux humains. Et alors, ces tâches, ça c'est langage, raisonnement, vision, audition, mais jusqu'à maintenant, on a pensé que c'est aussi la créativité qui est notre domaine, mais on sait que ce n'est plus le cas. Mais bon, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Parce qu'on avait déjà le machine et les autres logiciels qui étaient capables de nous générer de textes, qui étaient capables de générer des images et corriger ces images. Il y avait même des machines qui ont battu les gens super intelligents dans les échecs, comme en 96, la machine qui s'appelle Deep Blue a battu Garry Kasparov en jeu des échecs. On avait aussi des robots autonomes qui ont marché et des systèmes de conduite autonomes qui étaient plus ou moins efficaces. Mais pourquoi c'est différent cette fois-ci? C'est un petit peu comme si on essaye de comparer ces 2 éléments. Donc, un, ça c'est une voiture qui vous mène de point A jusqu'à point B. Et deuxième, qui ne sera plus produite, ça c'est effectivement c'est un ordinateur avec des roues interconnectées avec l'Internet, avec une puissance de computation supérieure que tous les ordinateurs de votre voisin. Et pour donner une idée, quelle est la différence? Il fallait plus ou moins 20 ans. Donc, pour battre un humain dans le jeu de Go, donc un jeu asiatique, il fallait 20 ans pour créer une technologie. Et ça vient du fait que la différence entre les positions possibles dans le jeu d'échecs et dans le jeu de Go, c'est une différence entre 10 à la puissance de 50 et 10 à 170. Pour donner une idée, 10 à la puissance de 80, c'est le nombre des atomes dans l'univers. Donc, c'était vraiment une technologie assez demandante. Et alors, pour donner une idée, AlphaZero, donc le système qui a battu le joueur dans le Go, il s'est appris de jouer des échecs en 4 heures et il a battu Deep Blue dans ces 4 heures. Et alors, comment ça marche? Donc, jusqu'à maintenant, dans les ordinateurs, on a utilisé quelque chose qu'on appelle les algorithmes. Alors, les algorithmes, ça c'est, on peut dire, une séquence de pas assez prédéfinie. Si c'est ça, on va aller vers ça. Nous, les cardiologues, on les connaît très bien quand on essaye de dire est-ce que ça c'est une tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire. On utilise des algorithmes de Brugada, maintenant en belge, et Verhekaj. Mais dans les réseaux à neurones, on utilise des autres principes. Donc, il y a un apport de données, il y a une sortie de données. Et entre tout ça, il y a quelque chose qu'on appelle un phénomène de black box. Et dans ces black box, on a des points interconnectés qu'on appelle des neurones. Et alors, c'est la connexion entre chaque de ces points qui compte ici. L'architecture peut être compliquée, donc il y a des domaines mathématiques entre eux. Donc, par exemple, ça c'est ImageNet, on a utilisé ça pour entraîner les réseaux pour reconnaître de coronarographie. Mais le Large Language Models, donc le grand modèle à langage que vous utilisez avec ChatGPT, avec Claude ou des autres, ont une architecture beaucoup plus importante, plus intéressante. Ils ont domaine de mémoire, ils ont domaine d'attention et tout ça. Et alors, comment ils apprennent?
Alors, bon, comme j'ai dit, on utilise quelque chose qui s'appelle un modèle. Donc, modèle, c'est dans le langage de l'IA une recette. Et alors, ces modèles, il est fait de telle façon qu'il a une architecture, mais ce qui est important, c'est la valeur de connexion entre chaque neurone. Alors, comme dans notre cerveau, si on essaye d'entraîner notre réseau à neurones, si on apprend, la connexion entre certains neurones, c'est plus important, et entre certains, c'est moins important. Et donc, ici, on signifie ça dans le valeur 1, c'est plus important, 0, c'est moins important. Donc, on apprend le réseau à neurones, on les entraîne en utilisant beaucoup de données. Alors, chaque fois que vous marquez « ça c'est un chien, ça c'est un chat » sur l'Internet, vous donnez votre expertise aux grandes boîtes de l'IA, au Google ou des autres. Et alors, ce qui est magique avec l'IA, c'est que le plus de données on donne, le plus performant ça devient. Simplement, bon, presque simplement, parce que ça arrive à plus ou moins 95%, et puis il faut vraiment de grands cerveaux pour faire ça plus efficace à 99%, mais l'IA n'est pas à 100% aussi efficace et prédictible. Mais il y avait déjà des chercheurs qui ont fait les entraînements de réseaux à neurones, même pas artificiels. Donc, ce n'est pas un poisson d'avril. Il y avait un article en 2015 où ils entraînaient les pigeons pour reconnaître les images radiologiques de mammographie. Et c'était un entraînement renforcé par le grain. Et l'efficacité était assez bonne, donc même parfois comparable avec certains radiologues. Alors, quand le modèle il est validé, il faut les tester. Alors, il y avait ce fameux test dans les passés. Est-ce que quelqu'un a entendu de Chihuahua Muffin Test? Donc, le réseau à neurones n'était pas super performant de faire la différence entre ces deux éléments ici, donc les gâteaux à myrtille et ces chiens. Et puis, en 2019, le Covid est tombé et les gens ont commencé à acheter des chiens un peu bizarres. Et il y avait la version Covid ici aussi, Labradoodle Fried Chicken Test. Mais bon, blague à part, si on entraîne le réseau à neurones, on donne beaucoup de l'énergie, on donne beaucoup de données pour gagner le temps. Donc l'entraînement de grands modèles, ça prend parfois 2 mois, mais quand on déjà utilise, ce sont des millisecondes et cette, on peut dire, fonctionnalité, on appelle inférence. Donc on entraîne pour gagner une inférence, ça veut dire de connaissances qu'on peut utiliser l'IA dans la plus petite cellule de temps. Et alors, ça coûte beaucoup. Donc, Gemini, donc ça fait déjà 2 ans qu'ils ont lancé ça en Google, ça a coûté 200 millions. Mais maintenant, on sait bien que le processus d'entraînement, ça coûte des milliards de dollars. Et alors, les grandes boîtes comme Anthropic, maintenant, ils sont à 400 milliards de dollars de valorisation. Ils ont énormément de l'argent. Et alors, le ChatGPT, ce n'est pas vraiment un modèle. ChatGPT, ça c'est juste une application qui utilise GPT derrière. Il y a plusieurs autres modèles. Par exemple, Anthropic, ils font Opus. Donc ça c'est Opus et Sonnet de famille de Claude. Il y a Elon Musk qui a fondé XAI. Il y a Facebook qui a fait l'open source Llama. Il y a 2 jours, on a un congrès à Bruxelles avec Google. Ils font vraiment un super modèle qui s'appelle Gemini. Et puis il y a des Chinois qui font ça pour 10 fois moins cher, juste quelques journées après la sortie de modèles originaux. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire le modèle qui est déjà fait? Alors, déjà en 2025, il y avait plus de contenu, de textes qui étaient publiés sur l'Internet, qui étaient générés par l'IA que par des humains. Donc, il est bien évidemment capable de générer des textes. ChatGPT, il a énormément de fonctionnalités qui ont lancé ces dernières années, génération des images, génération des vidéos, voice mode immédiat, contrôle de navigateur, tout ça. Il y a, comme j'ai expliqué, un navigateur agentique. Donc, il y a pas mal de ce genre de navigateurs actuellement. Vous pouvez utiliser même Claude pour contrôler votre Chrome. Mais par exemple, ici, j'étais il n'y a pas longtemps sur un congrès. Je voulais juste vérifier quel est le programme. Alors, je juste demandé à un navigateur de me sortir la conclusion. Et il fait ça automatiquement. Donc, ça, vous pouvez faire pour votre réservation des hôtels, de parking ou des autres choses. Les utilisations de ChatGPT sont assez nombreuses, mais ce qui est intéressant, c'est maintenant presque 10%, ce sont les demandes pour la santé. Et ça, c'est pourquoi toutes les grandes boîtes, ils ont commencé à pénétrer ces marchés, et aussi le fait qu'aux États-Unis, ça vaut 20% de PIB. Et alors, il y a des autres grands systèmes. Est-ce que quelqu'un a utilisé Notebook LM? Quelqu'un connaît? Oui, donc
Notebook.lm, il a fait un buzz il y a 6 mois. C'est un truc de Google où vous lancez votre fichier, votre recherche, tout ce que vous voulez sur un sujet, et il va vous faire un podcast. Donc en fait, si vous n'avez pas le temps, vous êtes dans un train, vous pouvez écouter à deux gars qui parlent entre eux et ils vont vous raconter cette histoire. Donc ils vont vous présenter quelque chose qui peut être compliqué. Par exemple, ici j'ai parlé à Nantes de maladies rares. Je ne connais pas vraiment une grande chose sur l'OQT et des autres. Et alors il m'a raconté un petit peu comment est-ce que je peux présenter ça dans une façon plutôt digestive. Et en plus, vous, comme participant, vous pouvez appeler à cette podcast. Donc ça, c'est assez dingue. Au niveau de la génération des images, je commençais à parler des IA il y a 3 ans, plus ou moins. Ça, c'était les premières images de Stent, parce que bon, je suis un plombier, qui étaient générées par l'IA. Et alors tout le monde a dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est conçu dans son cerveau. Et puis, il a commencé de faire des choses un peu space. Donc ça, c'est un cadeau de Saint-Valentin pour quelqu'un qui est près de votre cœur. Et puis, il est parti vraiment dans un trip total. Et au début, les images de cœur n'étaient pas vraiment très performantes, c'est pas facile de vivre avec 2 aortes, mais finalement, il a déterminé que ça, c'est l'image de cœur qu'il va présenter. Et je pense que surtout les images que vous voyez ici, vous voyez que c'est assez répétitif, qu'est-ce qu'il fait. Donc, je vais parler de ça un petit peu plus après, quels sont maintenant les domaines de recherche dans l'IA médicale. Mais ce n'est pas seulement la qualité des images qu'il génère, mais aussi, bien évidemment, la vitesse avec laquelle il génère. Et je suppose que vous êtes au courant qu'on parle maintenant des vidéos. Donc, c'était des premières images qui étaient générées à la base des textes. La première vidéo, Will Smith qui mange de pâtes. Tout le monde a fait « Waouh !» On n'a pas des ORL aujourd'hui, mais on voit qu'il y a quelques problèmes anatomiques ici. Mais une année plus tard, Yes. et on génère ça. We can talk. We can talk. We can talk. Yes, We can talk. No. Ça, c'est modèle VO3. We can talk as cartoons. This is amazing. On peut pas Imagine seulement all the narrative possibilities. générer des images, mais aussi tous les scénarios. Let's talk. So, what are we going to talk about now? What are we going to talk about now that we Et can Will talk? Smith, il I mange have no toujours ses idea. pâtes. What do you want to talk about? Mais bon, l'IA fait aussi quelques erreurs. Et je suppose que vous avez entendu des hallucinations. Donc, au début, le moteur de recherche Bing de Microsoft, quand il était demandé est-ce que l'Australie existe, il a clairement répondu qu'absolument non. Donc, il y avait un groupe de théorie de complotisme qui a essayé de trouver le témoignage que l'Australie n'existait pas. Il a fourni autant de données que Bing, il a dit que non. Bon, bien évidemment, c'était corrigé. Mais l'IA n'est pas très performant en génération de main non plus. Et alors, au début, on a vu des images un peu altérées de plusieurs handshakes un peu difficiles. Et à l'époque, il y avait cet accessoire qui était assez populaire en Amazon. Donc, si vous étiez chopé en faisant un petit cambriolage, vous pouvez acheter un petit doigt accessoire. Et alors, si vous étiez devant le tribunal de justice, vous pouvez dire « mais c'est impossible que j'ai 6 doigts, cette image était altérée par l'IA ». Donc, c'était ça. Au début, l'IA était aussi un peu trop correcte au niveau politique aussi. Si on a demandé à Gemini de générer les images de premières Vikings, c'était les images un peu comme ça. Étant un Polonais, je peux vous rassurer que le soldat allemand de 1943 n'était pas non plus comme ça. Mais le plus grand problème, c'était que quand on a demandé pour le conseil médical, donc si quelqu'un était déprimé, Gemini il a suggéré que c'est une bonne idée de faire un saut de Golden Gate. Ça va résoudre le problème. Bon, c'est pas faux. Mais le plus grand horreur était quand il a suggéré que la pizza est bien mangée avec l'ananas. Donc là, le gouvernement de l'Italie a intervenu. Mais bon. Mais qu'est-ce qui se passe dans la médecine actuellement? Parce qu'on est ici dans le monde médical. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de paris sur le médical. OpenAI, ils ont lancé évaluation de leur modèle. Et alors, ils ont estimé que déjà l'IA est supérieure que le médecin, et même le médecin augmenté en IA, mais dans certains domaines. Et alors, ce domaine ici inclut, regardez, la qualité de communication, suivre les instructions et être, on peut dire, complet, être correct. Donc, au niveau, je pense, de la qualité de communication et compassion, on peut dire que parfois, l'IA peut nous dépasser, mais je vais aller un peu plus loin après. Et alors, on va commencer assez haut. Est-ce que l'IA va nous remplacer?
Et avant que je veux répondre à cette question, je vais vous montrer une image préférée que je montre chaque fois que je parle de l'IA. Donc ça, c'est une idée de visite médicale dessinée par un patient de 7 ans. Et alors, où est le médecin ici? Donc le médecin, ça c'est ce mec ici à côté gauche qui est tourné avec son dos, pour la famille, il tape quelque chose sur son ordinateur. Et ça, malheureusement, ça c'est notre triste réalité, hein, parce que malgré toute la digitalisation, on passe beaucoup plus de temps en faisant de la paperasse. Et ça cause pas seulement vraiment le burn-out et diminution de qualité, mais ça cause aussi des erreurs médicales aussi. Et alors, majorité de médecins, ils disent qu'ils passent trop de temps au niveau administratif, et ceci implique déjà beaucoup de stress, surtout dans les pays développés. Et alors, maintenant, il y a des études. Aux États-Unis, il y a déjà presque 80% déjà. Donc, il y a de nouvelles études qui utilisent IA dans leur domaine médical. Bon, dans une façon légale ou pas légale, ça, on va aller un peu plus loin. Mais ils disent que l'IA leur fait meilleur dans leur job. Et ils sont en plus pas contents avec la vitesse avec laquelle leurs supérieurs mettent l'IA à leur disposition. Et alors, pourquoi le médecin utilise l'IA? C'est surtout la partie administrative actuellement. Donc la documentation, AI scribing, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc majorité, c'est vraiment actuellement au niveau qui nous soulage le plus. Et alors, dans les cabinets, il n'y a pas longtemps, j'ai proposé que on peut catégoriser les outils dans ces 3 domaines. La pré-visite, pendant la visite et post-visite. Et il n'y a pas longtemps, quelques mois plus tard, il y avait Journal of American Medical Association qui ont lancé exactement la même catégorie en utilisant le mot pré-visite. Et alors, pourquoi je dis le mot pré-visite? Parce que c'est un sujet que je fais depuis presque 3 ans. Donc ça, c'est le logiciel que j'ai fait déjà, oui, exactement 3 ans et demi. Et alors en Belgique, je passe beaucoup plus de temps dans les cabinets, devant les patients que dans les cath labs. Et alors ici, le problème, c'est que c'est assez répétitif. Hein, donc on pose toujours les mêmes questions. Quel médicament prenez-vous? Ah, ma femme le sait. Ah, vous savez, docteur, le cachet pour le cœur. C'est toujours la même chose. Et alors, je pensais que l'IA peut améliorer cette situation. Et alors, j'ai essayé de lancer un modèle qui interroge le patient avant la visite. Donc, le patient, il reçoit un lien. Puis, le patient, il part avec l'IA qui est très empathique. Et puis, le médecin, il va recevoir un résumé. Je vais vous montrer peut-être une petite démo. Alors ici, ça c'est l'IA qui part avec le patient. Bonjour, je suis assistant du docteur Nedozitko. Est-ce que c'est votre première visite? Donc le consentement est aussi important. Est-ce que vous pouvez préciser que le problème, j'ai douleur dans la poitrine, désolé d'apprendre ça. Est-ce qu'il y a des autres problèmes? Non. Vous avez maladie concomitante, concomit quoi? Ah, je suis désolé, je voulais dire que ça c'est plutôt, l'hypertension par exemple. Ah oui, j'ai la tension. Donc, le patient dit qu'il a la tension depuis 10 ans. Est-ce que vous prenez des médicaments? Bon, c'est ma femme qui le sait, bien évidemment. Mais la femme est là à sa disposition, à côté de l'IA. Donc, il demande maintenant qu'elle dit que c'est Samlor et Valsartan 80. Donc, délégation de ces processus à la domicile des patients donne, lui, accès à ces données qui sont normalement pas disponibles dans les cabinets. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez me dire votre poids et votre état et tout ça? Donc, ça, c'est une interrogation plutôt médicale, cardiologique, mais ça marche pour 65 spécialités. Médicale, paramédicale, on peut configurer ça pour la première visite, pour la visite de suite. Oui, donc il y a un progress bar ici qui dit, non, c'est quoi un régime polonais, hein? Voilà, donc à la fin, quand ça va se terminer, ça va donner au médecin combien coûte la visite, donc il est bien entraîné pour ne pas donner les informations qui ne sont pas liées directement à la visite, et alors à la fin, il doit donner un résumé. Et alors, ça c'est un résumé plutôt dans la langue médicale, douleur typique, pas typique, hypertension, médicaments. Et alors tout ça peut être soit intégré avec votre DPI, soit ça peut être utilisé comme un script pour discussion avec votre patient. Et alors, en Belgique, on était les premières pour l'intégrer dans notre DPI, dans les cliniques de l'Europe. Bien évidemment, 3 jours plus tard, on avait un contrôle des GDPR, mais heureusement, on était bien préparés. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, va être l'avenir, et c'est déjà l'avenir aux États-Unis. Et alors, je pense que ça,
je pense pas, j'utilise ça depuis 2 années, mais ça change pas seulement le temps, mais surtout vraiment la qualité d'interaction avec les patients, parce que le patient, il arrive bien préparé. Donc ça, c'est Prévisite. Et maintenant, il y a un deuxième projet qui s'appelle MedVisite. Donc ici, j'ai participé aussi un peu par hasard avec une boîte polonaise qui s'appelle DocPlanner. Et ils ont fait un assistant qui s'appelle AI Scribe. Autrement, ça c'est un système qui marche de telle façon. Donc vous mettez votre GSM devant vous, entre vous et votre patient, et le système, il écoute à la discussion entre vous et votre patient, et il fait le protocole selon vos besoins. Donc, Eric Topol, il s'appelle ça Keyboard Liberation. Et déjà, je pense que il y a Nabla actuellement qui font ça, il y a Doctolib qui fait ça. Aux États-Unis, 60 quelques % de médecins déjà utilisent les scribes. Bon, ça vient un petit peu aussi du fait qu'ils sont payés aussi pour la qualité de leur format de documentation, mais c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps. Et alors, il y a des études qui montrent qu'aux États-Unis, le médecin qui utilise l'IA générative, surtout les scribes, ils gagnent plus, ils sont un peu plus contents aussi. Donc, ça c'est MedVisite. Il y a encore un autre système qui n'a pas encore l'IA, mais peut-être quelqu'un de vous va aimer. Donc, il y a aussi un problème avec les cartes dans le service. Quand vous faites des desiderata, il y a toujours ces petits post-it, la secrétaire ou des autres qui font, et il n'y a personne qui est contente. Donc, j'ai fait aussi un logiciel qui s'appelle egart.be pour résoudre tout ça. Bientôt, il y aura un assistant IA intelligent aussi pour ça. Mais bon, on va revenir maintenant dans la partie non administrative, dans la clinique. Et alors, ça a commencé avec les radiologues. Donc au début, et même maintenant, il y a le plus grand projet actuellement qui concerne surtout la mammographie. Et alors on a pensé au début que les radiologues vont être remplacés. Tout le monde a crié que non, on va être remplacés. Il y avait même ces vidéos ici qui a circulé sur l'Internet d'un radiologue qui montre son écran de l'ordinateur au Gemini. Yes, there is a small amount of fluid around the spleen and the pancreas on the scan, which could be a sign of inflammation or injury. Okay, anything else that you notice about the pancreas? The pancreas appears somewhat swollen, which could suggest pancreatitis. Okay, the patient has an elevated lipase level. What do you think about that? Given the elevated lipase levels and the appearance of the pancreas, it is highly suggestive of pancreatitis. Donc je rappelle que c'est un modèle qui n'est pas vraiment médical, ok? Donc c'était juste un modèle qui était pour général, pour la générale, et c'était déjà il y a presque 2 ans. Donc, en réalité, il y avait plus de demandes pour le radiologue l'année passée parce qu'il y avait de nouvelles modalités comme les scans coronaires, par exemple, qui étaient refaites. Mais l'IA voit des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a des systèmes d'IA qui sont capables de prédire si le patient il a un risque de développer la maladie d'Alzheimer ou Parkinson juste à la base de l'examen des fonds d'œil. Il y a des modèles qui savent calculer le score calcique coronaire à la base de fonds d'œil. Donc, il y a tout un nouvel domaine maintenant qui se développe actuellement qui s'appelle les scans opportuns, où on ne regarde pas parce que si on fait par exemple échographie de cœur, on ne regarde pas vraiment la foi, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication pour sortir ces données et voir si quelqu'un il a une stéatose. Ça va un peu plus loin. Il y a même des modèles qui sont capables de prédire un QI à la base d'une résonance magnétique. Donc, si vous postulez pour un job, ne passez pas par un tunnel. Mais dans la cardiologie, il y a beaucoup plus. Donc AI Summit, donc la réunion qu'on a eue au Berlin l'année passée, il y avait quelques domaines assez intéressants, surtout avec ECG et échographie, mais il y avait énormément de boîtes qui ont sorti leur modèle pour les scans coronaires. Il y avait aussi des digital twins et des autres choses. Il y avait des choses intéressantes comme les stéthoscopes qui étaient connectés à l'ECG, qui étaient capables de dire qu'il y a la possibilité qu'en rythme sinusal, le patient il va passer en fibrillation auriculaire. Donc, il y a déjà des modèles comme ça. Celui qui font le travail de Dieu, je pense, c'est cette boîte ici. Il s'appelle PM Cardio et c'est fondé par un cardiologue slovaque qui a travaillé à Alost en Belgique, Robert Herman. Alors, ils ont fait un algorithme qui est capable de dire est-ce que le patient il a une artère occluse à la base de l'analyse IA, mais
en n'utilisant pas les critères de STEMI. Donc ici, en haut, on voit clairement, il y a un STEMI inférieur, inférolatéral, et alors il y a une occlusion de circonflexe. Mais vous voyez, il y a un deuxième électro qui habituellement passe juste comme ça aux urgences, et c'est exactement la même situation. Okay, donc le cardiologue, peut-être, il voit qu'il y a déjà de sous-décalage en postérieur, en V2, V3, et en AVL, il y a un discret sous-décalage, mais ce protocole, il est capable de vraiment dire qu'il y a un équivalent d'STEMI. Et alors, moi, même hier, j'avais une patiente qui a perdu sa maman à cause du fait qu'aux urgences, ils n'ont pas reconnu un équivalent de tronc commun. Je pense que ces genres de systèmes doivent être bientôt obligatoires, si bien validés. Mais il y a voie des autres choses. Donc, par exemple, on peut dire à la base d'électro, est-ce que ça c'est un homme ou une femme? Bon, on peut juste regarder, bon, c'est pas toujours évident. Mais on peut dire si le patient il est hyperthyroïde, il a un problème de maladie de rein. Il y avait même des systèmes qui, à la base d'électro, étaient capables de dire est-ce que le patient il a une fraction diminuée, c'était même plus performant que juste la BNP. Il y a maintenant un domaine de modèles foundational models, donc les modèles qui donnent déjà une expertise assez intéressante pour commencer votre modèle de recherche, et alors qui sont entraînés par exemple sur l'échographie. Il y a un collègue au Canada qui s'appelle Robert Avram qui travaille dans ce domaine. C'est extraordinaire ce qu'ils font là-bas à Montréal. Bon, les Chinois, ils font aussi des choses intéressantes. Donc, il y a 2 ans, il y avait un modèle assez intéressant qui a dit est-ce que le patient a une maladie monobiotritronculaire coronaire à la base d'un selfie. Bon, ils ont entraîné le réseau à la base d'un petit village d'1 million. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que c'était plus performant que la classification de Diamond Forrester ou CCS. Et eux, ils ont aussi fait des modèles pour dire combien de temps est-ce qu'on a besoin pour la thérapie antiplaquettaire double personnalisée qui a diminué le niveau de MACE à la base seulement de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, là, à Mons, quand j'étais encore chef de service à Mons, on a entraîné le réseau à neurones pour faire la reconnaissance des images de coronarographie. Et alors, on a vraiment bien travaillé. On a annoté presque 1,5 million des images. Et mon ami Xavier, il a fait sa thèse PhD. Et c'était assez performant. On a réussi vraiment à presque 99% au niveau de reconnaissance de l'imagerie. On a essayé de faire le calcul automatique des syntaxes. Et puis, le ChatGPT est tombé. Et alors, on a demandé qu'est-ce que c'est bon. S'il y a des coronarographistes ici, vous voyez clairement. C'est pas un angiogramme simple, tronc commun distal, IVA, malade, circonflexe aussi. Alors, le ChatGPT, il était capable de déjà dire ça il y a 3 ans. Bon, chaque fois, il a dit ça dans une manière différente et il a fait des petites erreurs. Mais je me suis dit qu'immédiatement, il faut vraiment essayer de comprendre les LLM. Et alors, au niveau de l'imagerie coronaire, il y a des choses incroyables. Donc actuellement, il y a des scans coronaires qui sont capables pas seulement de dire la composition de plaques, la volume, mais aussi quand vous décidez quelle artère est-ce qu'il faut, par exemple, wirer, il va vous dire quel est le volume de myocarde à risque. Il peut vous faire aussi des FFR, donc mesure des débits qu'on utilise normalement le filament pour ça, purement virtuel. Et alors, ça peut être vraiment un outil pour nous aider au niveau de notre cath lab bientôt. Et alors, est-ce que le médecin il va être remplacé? Je reviens sur ça. Alors, Bill Gates, il pense que absolument oui. Dans 10 ans, on sera absolument remplacé. La majorité de médecins et des enseignants vont plus être nécessaires. Demis Hassabis, donc ça c'est le chef de DeepMind à Google, il dit que déjà dans quelques années, il y aura toutes les maladies qui seront guéries. Et alors, pour aller un peu plus loin avec ça, être un peu plus dépressif, si on nous compare à l'IA, on est composé, nous, comme des réseaux à neurones, de 90 milliards de neurones. Et alors, si on regarde, la manière dont on s'apprend, c'est exactement la même que dans le réseau à neurones artificiel. Donc, on crée des connexions, ça veut dire qu'on essaie de deviner le poids. Et nous, comme médecins, nous sommes des réseaux à neurones assez spéciaux parce qu'on apprend toujours, toute notre vie, 35, parfois 65 ans, pour reconnaître les signes autour de notre patient, les catégoriser dans certains domaines qu'on appelle les maladies, et puis utilise notre inférence aussi pour trouver les solutions pour lui. Et alors, si on compare au niveau purement mathématique, nous sommes composés de 90 milliards de neurones, tandis que déjà le premier ChatGPT 4, il était déjà en trilliard. Si on transmet l'information dans notre réseau à neurones, on est limité dans une façon chimique. Donc l'axone, il est capable de transmettre à 100 mètres par seconde, tandis que dans le puce, c'est 300 km par heure, 1000 km par heure, vitesse de la lumière. Alors on est limité par
par notre crâne au niveau de grandeur. Et le l'IA peut exister dans le cloud. Et la consommation de l'énergie de notre cerveau est estimée à 20 watts, puis il relance les centrales nucléaires. Et maintenant, notre architecture est aussi limitée par le code génétique, n'est-ce pas? Donc là, il y a l'IA qui crée le nouveau l'IA. Et alors, il y avait cette étude, peut-être drôle un peu, mais elle était petite, où ils ont comparé le médecin qui utilise l'IA pour la diagnostic différentiel. Donc, le groupe qui n'a pas utilisé ChatGPT, ils étaient efficaces à 73%. Celui qui ont utilisé ChatGPT, ils étaient efficaces à 77%. Le problème, c'était que l'IA seul était à 92%. Alors, après mon histoire à San Francisco, je viens rencontrer le CEO de Hippocratic. Donc ça, c'est une énorme boîte qui est sponsorisée par NVIDIA. Et ils font des infirmières virtuelles qui supportent les patients avant et post la visite, préparant en colonoscopie, dialyse et tout ça. Et ils essayent maintenant de valoriser ça par heure. Mais je peux vous dire que ça n'a pas de l'avenir. Mais bon, je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais ça ne sera pas le cas. Il y a des risques en utilisant de l'IA pour nous. Par exemple, il y a une étude fameuse qui sort en fait de la Pologne où ils ont donné un outil de l'IA pour faire les endoscopies. Et alors, il y a un paramètre qui s'appelle ADR, Adenoma Detection Rate, qui, chez le médecin qui en utilisait, l'IA était à 28,4%. Et le moment qu'ils étaient privés de cet outil, ça a planté à 6%. Bon, je connais les gens qui ont fait cette étude, ils disent que c'était un petit peu de hype et clickbait, mais en réalité, il y a un certain risque que si on va utiliser cette méthode, on peut, en se privant de cette méthode, ne pas être si efficace. Mais en réalité, est-ce que ce n'était toujours pas le cas avec une nouvelle technologie? Donc déjà, il y a des stratégies pour faire la prévention. Contre ça, New England Journal of Medicine, ils ont lancé un article où ils essayent de proposer les solutions dans l'éducation médicale, comment le faire. Et ça, j'aime très bien, cette carte ici, ce schéma. Donc ça, c'est la comparaison. Donc chaque fois qu'on vous parlait avec l'IA, vous voyez, ça marche super bien au début, mais parfois après, ça dérive un petit peu trop loin, il hallucine, il fait sortir de choses. Donc ici, ce sont les compétences de l'IA vis-à-vis l'humain. Donc l'humain, ça c'est au bord, à 10. Et alors le premier GPT, c'est bleu, le 5 2025, c'est rouge. Et alors, il est super bien au niveau de génération de textes, de compréhension de textes, au niveau des mathématiques, mais par contre, il n'est pas vraiment rapide. Donc, en fait, tout ce que vous utilisez, c'est dans le cloud, c'est dans le grand centre qui sont ailleurs. Et il n'est pas efficace au niveau de mémoire non plus. Hein. Donc, il a vraiment un mémoire de cacahuète. Et alors, après quelques échanges, il se dérive complètement. Mais au niveau de génération, on surutilise ça. Donc, en 2024, il y avait une surutilisation de mot delve. En anglais, ça veut dire on va se pencher sur quelque chose, qui était dans les publications de PubMed. Hein. Delve était surutilisé par ChatGPT. Et alors, ça vous donne déjà une idée comment est-ce qu'on met en position notre contenu qu'on génère. J'ai déjà dit que la moitié de contenu était généré par l'IA. En Inde, il y a même des journaux où il y a des articles qui se commencent « Certainly ». Let me explain this. Et alors, qu'est-ce que la science dit? Parce que nous sommes quand même basés sur l'évidence. Alors, mon ami Łukasz Kołtowski, qui est un professeur à l'université de Varsovie, il a fait un superbe groupe de chercheurs qui ont fait la recherche sur toutes les applications de l'IA en médecine, en cardiologie. Il a fait une revue pour voir qu'est-ce que nous avons comme la preuve. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut deviner combien des études randomisées est-ce que nous avons eues sur l'IA au milieu de l'année passée? 18. C'était 18 vraiment études, donc parmi eux, une c'était PM Cardio, qui ont fait vraiment une belle étude randomisée. Il n'y avait pas assez de preuves. Donc si on veut vraiment prouver si l'IA marche, si elle ne marche pas, il faut faire ça. Alors, où est-ce qu'on va? Ça dépend où est-ce qu'on est. Parce qu'il y a 3 vitesses. Hein? Donc, on dit qu'America innovates, China replicates and Europe regulates. Et ça, c'est un peu un problème qu'on a actuellement. Parce que si on regarde combien de modèles sont générés aux États-Unis et combien de modèles sont générés en Europe, on n'est pas bien. Hein? Donc, on a quelques modèles. Le seul qui est connu, c'est Mistral, qui est un spin-off en fait de San Francisco aussi. C'est un mec qui a travaillé à OpenAI. Et la Chine déjà change sa stratégie au niveau de soins de santé entièrement. Et si on regarde un peu l'investissement, le bleu, ça c'est des États-Unis. Et alors le vert, le jaune, c'est l'Europe. Donc ça doit changer. Donc ce qui est un problème actuellement, et je viens de là, j'ai même un cabinet pas loin de ces bâtiments, c'est ça.
Et alors, AI Act, ça c'est la première régulation sur l'intelligence artificielle, mais le problème c'est qu'actuellement, elle met le soin de santé au sommet de risque. Et alors, ça veut dire si on veut créer quelque chose qui est l'IA clinique, on doit mettre énormément de pas supplémentaires, surtout au niveau juridique et tout ça, ce qui rend création de l'IA médicale extrêmement difficile. Bon, le raisonnement est correct, on veut protéger les données des patients, mais malheureusement, c'est fait dans une façon extrêmement rigoureuse. Et alors, il y a 2 jours, la Commission a voté quelque chose qui s'appelle Omnibus. Donc ça, c'est un package, on peut dire, de corrections. Et alors, AI Act va être renforcé actuellement, désolé pour... ah non, ça va, ça marche ici. Il va être renforcé plutôt maintenant 12 années plus tard, parce qu'il devait être en août 2026. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? Bon, on se prépare bien évidemment pas en faisant des stocks dans notre cave parce que ça ne sera pas l'apocalypse par des machines, mais peut-être ça sera l'année de AGI. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est AGI? AGI, c'est Artificial General Intelligence. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui est au moins si capable que des humains. Et chaque année, Elon Musk, il dit que ça sera l'année prochaine. L'année prochaine, ça ne sera pas l'année de l'AGI. Et quand vous êtes en interaction avec votre ChatGPT, il ne faut pas dire merci. Ma femme fait ça assez souvent, hein, en pensant que ça va la sauver dans le cas de l'apocalypse des machines. Mais en général, c'est un gaspillage de ressources. Donc avec tout ce qui se passe, on pense qu'on est ici, avec quelque chose qui va exploser, mais récemment, on le sent comme ça. Et alors, bon, je vais arriver à la fin. En Belgique, on a actuellement quelque chose qui s'appelle Belgian AI Council. Il y a 2 jours, on avait 2e réunion annuelle. On a publié un papier de positionnement des cardiologues belges sur l'implantation de l'IA. Mais pourquoi je dis que... pourquoi j'ai donné un titre que l'année 2026, ça sera l'année des esprits infinis, of infinite minds. Ça, c'est comment on voulait traduire ça. Donc, quand OpenAI, ils ont introduit ChatGPT, ils ont prévu 5 niveaux de l'intelligence artificielle. La première, c'était des chatbots. Deuxième, c'était les chatbots qui ont des raisonnements. Troisième, c'était des agents autonomes. Et 4e, c'était l'innovateur. Et 5e, ce sont des organisations qui sont gérées purement pour l'IA. Alors, actuellement, on est à la fin de la phase 4. Donc, on a déjà dépassé les agents. Et pour voir comment ça évolue, je voulais vous montrer le progrès dans le 2e domaine où je suis profond, donc la programmation. Alors, je code depuis 20 ans. Chaque de mes frustrations dans la médecine, si c'est vraiment de prescription ou quoi qu'il soit, je code. Et j'étais à San Francisco il y a 2 semaines, et lors de cette hackathon d'Anthropic où j'ai reçu le prix, j'ai rencontré Boris Tcherny, qui est le créateur de l'outil qui s'appelle Claude Code, qui dit qu'actuellement la programmation est entièrement résolue. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus vraiment écrire le code. Donc avant, pour écrire un programme, il fallait utiliser quelque chose qui s'appelle IDE, donc c'est une espèce de Word, on peut dire. Vous devez apprendre le langage, vous devez apprendre les bibliothèques. Après, il y avait des outils qui étaient capables de... vous avez eu une discussion avec eux, qu'est-ce que je veux avoir. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle vibe coding. Et alors, le terme, il était introduit par Andrej Karpathy. C'était le chef de autopilote à Tesla, où il dit qu'actuellement, les modèles sont si bons qu'on peut juste parler avec et il va créer le logiciel. Et même, il ne faut pas regarder les codes. Bon, ce n'est pas entièrement la vérité, parce que dans le soin de santé, il faut être assez prudent. Mais il y a 2 agents qui s'appellent Codex et Claude Code. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour créer le logiciel pour les hackathons, qui ont entièrement changé comment est-ce qu'on fait actuellement le logiciel. Et alors, si on demande quel est le meilleur langage pour apprendre pour programmation, est-ce que ça c'est PHP, est-ce que c'est Python 2025, on dit que ça c'est anglais. Et c'est ce que Karpathy il a dit, mais je veux contester ça. Il y avait une étude qui a montré que le langage qui est le plus performant pour interagir avec l'IA, c'est polonais. Et alors, c'était 80% d'efficacité. Et deuxième, imaginez-vous, c'est français. Et alors, anglais, c'était le langage 6e. Donc, si vous parlez avec votre IA, faites ça en français. Je ne veux pas vous recommander polonais du tout, c'est infernal. Mais
ce qu'il va avoir comme des implications, c'est que vibe coding va rester. Alors, après le hackathon, il y avait énormément de retours. Donc, ça a circulé le monde. Il y avait, comme j'ai dit, 3,5 millions de vues de la vidéo que je vais vous montrer à la fin, avec la présentation de ce que j'ai fait. Et alors, maintenant, il y a une notion de si on a assez de l'expertise dans certains domaines, on est capable de créer le projet, on est capable de les coder, tout ce qu'on a eu dans notre tête depuis des années. Et alors, il y avait un aussi de gens qui ont participé à hackathon, c'était un journaliste, il a écrit « A lawyer, road inspector and a cardiologist walk into a coding competition. This is no longer a joke ». Le gars qui a gagné la première place, c'était un juriste qui a résolu un problème de législation en Californie. Deuxième, c'était vraiment un ingénieur. Et troisième, c'était un cardiologue. Donc, je vais vous montrer à la fin la vidéo qui dure 3 minutes, qui était dédiée au jury de cette compétition, mais qui a fait un petit peu de buzz. Peut-être vous pouvez me dire pourquoi c'est comme ça. Hi, my name is Miho. I'm a cardiologist. I work and live in Brussels, Belgium. My place of work is called the Cath Lab. This is where we treat the heart attacks. But for about 20 years, I've been also creating software for healthcare. And code is my happy place. Over the years, I have created many solutions. Drug search indexes, electronic health records, but my biggest project is called Previsit AI, and it is a special kind of AI agentic patient intake system that was the first of its kind implementation in Belgium and in Poland. I've always wanted to create a solution for my patients. I've done thousands of procedures in this room, but I know that the real struggle happens the moment that you leave the room. 3 years ago, when I created Previsit AI, I had much bigger idea on my bucket list. So one day, on the way to the hospital, I heard about this hackathon. So I packed my stuff and I spun up my agents and I started coding, because on the road is where my best ideas come to life. In a week and a few thousand miles later, I was able to create what I always wanted to do. And here it is, Post-Visit AI. Alex is 40, and recently he felt like his heart skips a beat, so he went to visit the doctor. He didn't quite understand the diagnosis, but his AI companion explained it to him, as well as the treatment and all the medical terms associated. Every aspect of his visit was well structured, including the recommendations that he wanted to inquire about. The AI assistant was able not only to analyze the visit-related data, but thanks to the enormous 1 million token context window that Opus 4.6 provides, it was able to take into consideration every data on Alex's health file. Like one of the parameters on his blood work that he was a little bit worried about, but it turned out just fine. Okay, but what if we have no file at hand? Well, here's the secret sauce. You see, doctors nowadays are starting to use AI in their offices, and they're using tools which are called AI scribes. These are systems that listen to the discussion between them and the patient and create protocol notes. Well, now thanks to Post-Visit, you have your own AI scribe too, with fully automated transcript analysis and attachments. But medicine is based on evidence. And Post-Visit allows you to add to that enormous context window external scientific resources on top of already existing guidelines. Alex wasn't feeling very well after the visit, so he wanted to inquire with the doctor whether the treatment that he had administered is appropriate for him. And Post-Visit gave a leading edge to his cardiologist too, because he was able to see a dip in his resting heart rate at home and schedule an appointment to fix his medication. Post-Visit is a suite of tools for patients and their doctors made to bridge the gap that begins the moment you leave the office. Built around privacy, security, and best clinical practice for the future of healthcare, because the patient always comes first. Merci beaucoup.